Grâce à la topographie du site de Montorge, avec le flanc nord de la colline et le lac beaucoup moins exposés au soleil, avec un sol plus profond conservant mieux les eaux de pluie, et le flanc sud, au contraire, aride, sec et très rocheux, la biodiversité est assurée, la variété des espèces est garantie. Nous sommes le 13 février. Au nord, c'est encore l'hiver. Les températures sont de -5 à -6 degrés la journée. La glace s'accroche aux rochers. La neige recouvre sentiers et forêts. Le lac est totalement gelé. La nature est encore profondément endormie. Au sud de la colline, par contre, la neige a partiellement fondu, sauf sur les plateaux de vignes, laissant apparaître un sol sec sans signe de verdure. La température oscille entre -2 et 0 degrés. Les premiers bulbocodes n'ont pas encore pointé leur nez. J'ai choisi l'hiver pour présenter la forêt nord, car elle est, par bien des aspects, plus facile à étudier sans sa couverture de feuillage. Adossées à la colline, les espèces ont plus ou moins chacune leur place. À l'ouest, à l'étage moyen, dans une zone plus froide, plus sèche et plus venteuse, se trouvent les pins. Aucune autre espèce ne leur dispute cette place. Dans la zone sommitale la plus chaude, juste en dessous des ruines du château, se sont installés les chênes pubescents. Leur feuillage actuellement roux, couleur des feuilles sèches, permet de les distinguer. Leurs feuilles caractéristiques sont connues de tous. À l'étage inférieur, dans une zone chaude et humide, au bord du lac, poussent les tilleuls, les frênes et les érables à feuilles d'aubier. En voilà un qui n'a pas su résister au poids de la neige et à la tempête. Les épicéas sont dispersés ici et là ou groupés en petits massifs. Ils se cantonnent surtout dans les revers les plus frais et les plus ombragés, ce qui correspond à leur climat montagnard habituel. Autour du lac, on rencontre des saules têtards à l'allure fantasque, surtout en hiver. Ils ont un rôle de régulateur de l'eau en permettant d'aspirer cette dernière et de la rejeter dans l'atmosphère par leurs feuilles. Des bouleaux, ce sont des plantes pionnières, autrement dit des arbres arrivés sur le site dans les premiers, car ils sont peu exigeants en matière de sol et de climat. Des peupliers de diverses espèces, fuyant les forêts denses pour se réfugier en bordure de lacs ou de cours d'eau. Le lierre donne un peu de couleur à ces arbres dénudés. Dans la partie ouest du lac, il y avait autrefois des jardins. Il ne reste que quelques vergers où leurs vieux arbres fruitiers ont particulièrement souffert cet hiver. C'est également le cas des autres espèces. Seulement une semaine plus tard, mais sur le versant sud de la colline, le spectacle est tout différent. Le relief est beaucoup plus tourmenté avec de très nombreux affleurements rocheux, témoins des gros bouleversements géologiques. Nos ancêtres ont dû creuser le roc pour faire passer le vieux bis siphon, aujourd'hui inexploité. La végétation est de 3 types. Le fond de la colline et le centre sont occupés par la vigne, en blanc avec de petits traits sur la carte. Les steppes très sèches en rouge, les steppes à brome en jaune occupent le centre et le sommet qu'elles partagent avec des forêts ou des bosquets de chênes pubescents en vert. Que l'on observe les fourrés, les chênes pubescents ou les steppes, rien n'a encore poussé. Tout est dans les teintes brun-jaune. La vigne a bien vu quelques vignerons passer par là pour gratter la terre ou couper quelques sarments, mais cela ne l'a pas réveillée. Dans sa partie sud-est, à l'extrémité du quartier de Gravelonne, le domaine de Corbassière, avec sa tour ronde, lutte contre l'extension citadine. En effet, certains aimeraient sûrement s'étendre jusqu'à la limite de la zone protégée du site de Montorge, car là, ce n'est pas la vue qui manque.
Mais trêve de bavardage, les premiers bulbocotes sont arrivés. Ils ressemblent aux crocus mais sont beaucoup plus rares. Dans toute la Suisse, seul le Valais les voit fleurir, parfois déjà à fin janvier, cette année à mi-février. La petite potentille égaye maintenant ses mornes steppes et rocailles d'une vive couleur jaune. Les joubarbes ont reverdi. Le cactus oponce a redressé la tête, mais aucun des deux n'a encore fleuri. Caché dans l'herbe sèche des steppes, la pulsatile des montagnes offre également ses 6 pétales. Ces poils sont une adaptation à la sécheresse pour limiter l'évaporation. Ils pourraient aussi servir de protection contre le froid. Les steppes sont encore bien mornes, à part les opuntia qui attendent leur floraison pour l'été, conservant leurs fruits de l'année précédente. Les amandiers sont en retard cette année. Si le soleil n'a pas manqué, c'est le froid qui les a retenus. Mais maintenant, c'est parti et les abeilles n'ont pas manqué le rendez-vous. Il faut dire que ce sont parmi les premières fleurs. Ici, un arbre avec des fleurs très roses, égayant merveilleusement le site. D'autres plants ont des fleurs plus proches de la couleur blanche. Le coteau nord se réveille aussi. Couleur lilas, blanche, violet ou pourpre, voici les hépatiques qui pointent leur nez à travers les feuilles sèches de la forêt.